Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme toujours, j'ai plein de questions. Non, j'ai 3 questions, je crois, je sais plus, pour vous aujourd'hui. Des super questions en tout cas. Et je suis en train d'essayer Riverside, une nouvelle manière d'enregistrer mon podcast qui m'a été gentiment encouragée par Spotify. Voilà, gentiment encouragée en disant le reste ne sera plus de toute façon accessible. Donc je teste ça. Et voilà, n'hésitez pas à me dire. J'espère que le son est encore mieux, est mieux que d'habitude et que vous m'entendez de façon claire et précise et que vous n'entendrez pas trop mon chat parce qu'il a l'air un petit peu vénère là. Donc on verra. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est mieux ou que c'est moins bien. Et après, j'ai pas beaucoup de choix, je vous avouerai, puisque Spotify a manifestement décidé que c'était Riverside ou pas grand-chose. Ok, passons aux questions. Alors, est-ce que les sports qu'on fait enfant ont un impact sur notre souplesse à l'âge adulte? J'ai fait un peu de gymnastique et de danse, mais j'ai rapidement arrêté parce que c'était pas mon truc. Puis j'ai fait de l'équitation, mais l'équitation n'est pas un sport de souplesse, mais plutôt de force. Je me demande si ça m'a rendu moins souple. Alors oui, oui, les sports qu'on fait enfant ont un impact parce que sur la façon dont notre corps se développe, parce que notre corps se développe en fonction des demandes auxquelles il doit répondre, en fait. Donc si et ça c'est pas seulement à l'enfance, hein, c'est vraiment toute la vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous passez la journée assis devant un ordinateur et que vous faites pas grand chose d'autre, votre corps va devenir très très bon à être assis devant un ordinateur et pas très bon pour le reste finalement. Euh, Pareil, si vous jouez au tennis 3 fois par semaine, vous allez avoir le bras qui tient la raquette qui va se développer d'une manière que le bras qui tient pas la raquette ne va pas se développer. Donc voilà, il va y avoir votre corps va se développer en fonction de ce que vous lui demandez de faire. Et c'est d'autant plus le cas à l'enfance puisqu'il est plus malléable, que notre structure osseuse n'est pas encore bien déterminée et que du coup, euh, on va vraiment se développer en fonction de ce qu'on fait pendant l'enfance majoritairement. Quelqu'un qui fait beaucoup de gymnastique pendant l'enfance et à qui on demande de faire le grand écart régulièrement n'aura pas le même corps à l'âge adulte que si cette personne avait passé son enfance à faire du violon. Voilà, pour dire les choses simplement. Mais, et c'est super important et c'est super intéressant aussi, en tout cas je le trouve, faut savoir que jusqu'à 70% de notre souplesse est génétique. Alors la science est pas au clair là-dessus. En ce moment, on se dit que c'est entre 20% et 70%. Donc c'est une grande fourchette. Mais quand même si on est plutôt vers le bas de la fourchette, il y a 20% de notre souplesse qui est déterminée à notre naissance, en fait, même un petit peu avant. Euh, donc ça veut dire que il y a certaines personnes qui, même s'ils peuvent faire de la gymnastique, même s'ils font de la gymnastique toute leur enfance, ils n'arriveront jamais à faire le grand écart parce que leur corps n'est pas fait comme ça. Et du coup, en fait, je me dis que dans ton cas, par exemple, si tu as arrêté la gymnastique parce que c'était pas ton truc, il y a une forte probabilité pour que ce soit parce que tu n'étais pas à la base particulièrement souple, donc tu n'étais pas super doué en gymnastique, donc la gymnastique n'est pas devenue ton truc, parce que qui a envie de faire un sport dans lequel il se sent pas bon, euh, et donc tu n'as pas poursuivi. Tu as arrêté la gymnastique parce que c'était pas ton truc et que t'étais probablement pas super doué, pas super souple de base. C'est possible, hein, j'en sais rien, mais c'est une probabilité. Et au contraire, tu as fait sans doute de l'équitation plus longtemps parce que tu t'y sentais plus compétente, parce que ton corps était peut-être naturellement un petit peu mieux adapté à l'équitation qu'à la gymnastique, en plus de potentiellement avoir une affinité avec le cheval. Voilà. Mais c'est pour dire que ça marche dans les deux sens. On,
on va avoir une affinité pour certains sports parce que notre corps est développé et adapté à ce sport. Et en retour, notre corps va s'adapter en fonction du sport que l'on fait. On pense souvent, je dis ça parce que voilà, on pense souvent que certains sports développent le corps d'une certaine façon. Par exemple, les nageurs qu'on voit aux Jeux Olympiques, par exemple, ils ont tous le torse en V avec des épaules bien développées et une taille très fine. Ou bien on voit les rugbymen, ils sont hyper stock, souvent aussi potentiellement un peu grands. Et voilà, c'est des monstres, c'est des armoires à glace. Alors qu'en fait, c'est souvent juste que les gens avec ce type de morphologie sont attirés par ces sports et y excellent parce qu'ils ont le corps qui est bien adapté au sport. Et du coup, ils continuent et ils atteignent des sommets. Ils auraient certainement une morphologie similaire s'ils faisaient du badminton tous les jours à la place. Mais vu que leur corps, voilà, le corps d'un rugbyman n'est pas vraiment adapté à exceller en badminton, bah, ils seraient moins doués et ils seraient moins tentés d'en faire suffisamment pour atteindre un niveau olympique, même si je suis pas sûre qu'il y ait le badminton aux Jeux Olympiques. Mais bon. Voilà. Donc oui, en gros, les sports qu'on fait enfant influent sur notre souplesse et notre corps, définitivement. Mais notre souplesse et notre corps déterminent aussi les sports avec lesquels on va accrocher à l'enfance et ensuite. Voilà. Deuxième question. Est-ce qu'il y en a d'autres comme moi qui n'arrivent pas à mettre en place une routine ou qui n'arrivent pas à contrôler quand la colère monte? Quand la colère monte. Comment ils font? Alors bien sûr, bien sûr. Alors il faut que j'ajoute, que je nuance un petit peu cette question. C'est la question d'une de mes clientes qui se demande du coup si d'autres de mes clients, d'autres membres de Yoga with Clem, galèrent aussi à établir leur routine et à changer un peu à maîtriser leur colère, leurs émotions. Voilà, à maîtriser leurs émotions, on va dire. Là où je vais nuancer, c'est que ça fait très exactement un mois qu'on a commencé à travailler ensemble avec cette cliente. Et quand on a commencé il y a un mois, on a défini 3 habitudes, on a mis en place 3 habitudes et en plus une routine d'étirement. Donc les 3 habitudes, je ne vais pas les détailler, mais c'est des habitudes, des petites pratiques, des petites choses à faire dans la vie quotidienne et une routine d'étirement qu'on a mis 3 fois par semaine. Voilà, une petite routine. Dans ton cas, donc la personne qui me pose la question, ces 3 routines, sur ces 3 habitudes qu'on a mises en place, tu as fait un quasi sans faute. Quasi sans faute. Quasi tous les jours, tu as fait ces habitudes. Mais par contre, c'est la routine d'étirement qui est un peu plus compliquée à suivre, mais tu es aussi dans une situation un peu particulière. Donc, sans rentrer dans les détails, elle est entre 2 appartements. Du coup, bah, c'est aussi, c'est assez déstabilisant comme situation. Et c'est pas forcément hyper facile de mettre en place une routine où il faut dérouler son tapis et puis voilà, faire un peu de mouvement comme ça plusieurs fois par semaine. Mais les autres habitudes, les choses qui sont peut-être plus faciles à faire au quotidien sans avoir besoin de dérouler un tapis, tout ça, on a un sans faute. Et ça fait qu'un mois aussi, ça fait qu'un mois. Changer les habitudes, recalibrer notre cerveau, c'est un travail de longue haleine. Faut pas penser qu'on va décider de redéfinir sa vie, de changer tout ce qu'on fait au quotidien et du jour au lendemain réussir à complètement maîtriser ses émotions parce qu'on a commencé le yoga il y a 2 semaines. Non, malheureusement, c'est pas aussi facile que ça et ça prend du temps. Et comme je disais dans l'épisode la semaine dernière, avec l'image de la rivière qui a creusé son lit pendant plusieurs décennies, c'est difficile de guider notre rivière vers une autre trajectoire et de faire en sorte qu'elle n'aille que dans cette trajectoire, parce que voilà, elle a l'habitude de passer par là. Donc cette colère, par exemple, que tu dis avoir du mal à maîtriser. Voilà, t'as cet automatisme-là qui est en place depuis des décennies. En un mois, on peut commencer à lui montrer, à montrer à notre cerveau là où on préférerait qu'il aille.
mais ça va être encore très, très fragile comme équilibre. Donc c'est difficile de la guider vers une autre trajectoire, mais c'est possible, c'est toujours possible. Et c'est ça qui est vraiment important à intégrer, c'est que notre cerveau, et comme je disais d'ailleurs pour la première question, notre corps s'adapte toujours aux demandes qu'on fait de lui. Le cerveau, c'est pareil. Donc plus on l'entraîne, plus on l'encourage, toujours avec compassion, plus ça sera facile, plus ça viendra. Mais encore une fois, ça fait qu'un mois et et les 3 habitudes qu'on a définies, tu t'y tiens. Donc moi, je trouve que c'est déjà un résultat incroyable. Ça demande un peu de tâtonnement, toujours de trouver ce qui fonctionne pour nous. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Pour qu'on en discute, pour que je guide ta réflexion, que je te soutienne quand tu as envie de tout lâcher et de revenir à ce qui est confortable parce que familier, mais pas productif. Et aussi pour t'aider à mettre en perspective les progrès, tes progrès, comme je le fais là maintenant. Tu as l'impression de ne pas y arriver parce que tout n'est pas immédiatement parfait, nickel, et que tu n'es pas complètement transformé au bout d'un mois. Mais de mon point de vue, qui est peut-être un peu plus objectif, bah, tu as drastiquement changé en fait depuis un mois. Ouais. Et donc voilà, ne sois pas trop dur avec toi-même, ne sois pas trop impatiente aussi. Et continue ce que tu fais parce que tu gères. Voilà. Et on en a, voilà, j'en ai parlé aussi, bien sûr, de façon plus privée en réponse au check-in de cette cliente. Donc elle le sait déjà. J'ai pas attendu d'enregistrer le podcast pour lui dire. Passons à la question suivante. Quand on est fatigué, c'est plus difficile d'avoir confiance en soi. Est-ce que tu as des conseils pour l'entretenir quand même? Alors la première chose à laquelle je penserais, c'est questionne tes jugements, en fait. Quand tu as des pensées négatives envers toi-même ou des craintes, rappelle-toi que, bah, comme tu le sais, comme tu le dis toi-même, quand on est fatigué, c'est plus difficile d'avoir confiance en soi. Donc rappelle-toi que bon, je suis fatiguée. Rappelle-toi que tu es fatigué et demande-toi sincèrement si ces pensées sont justifiées ou si c'est juste que tu es fatigué. Tu sais, bah, tu sais déjà que je répète souvent qu'il faut pas faire confiance à son jugement, au jugement qu'on a sur sa vie après 21 heures. Et j'ajouterais d'ailleurs ou la semaine avant tes règles. euh, donc c'est pour ça en fait, parce que je sais que c'est difficile. On a ces automatismes encore une fois qui reviennent et qu'on peut pas vraiment contrôler parce qu'on est fatigué et du coup notre cerveau est vraiment dans le système limbique est très émotif et il va catastropher, il va être ouais, il va dramatiser. Donc voilà, quand on est fatigué après 21 heures, ou bien quand on sait qu'on a les hormones un peu qui partent un peu dans tous les sens, on questionne ses jugements. Quand on sent qu'on commence à partir en live, on se dit ok, je suis fatiguée, ce que je raconte, ce que je me raconte n'est pas forcément la vérité. Et d'ailleurs, voilà, au passage, je rajoute ça aussi. Pas faire confiance à son jugement sur notre vie après 21 heures, mais il faut pas non plus faire de gros achats. Voilà, si je peux vous donner un petit life hack, c'est si jamais vous pensez acheter un truc, vous êtes sur Internet, il est tard, vous êtes un peu crevé de votre journée, remettez-le au lendemain. Petit financial hack, voilà, pour attendez un peu, attendez d'avoir bien dormi, revenez sur la page shopping, Amazon, ce que vous voulez, et dites-vous, ok, cet achat est-il vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie? Donc ouais, notre cerveau est là souvent influencé par notre état hormonal ou par notre état de fatigue. Donc c'est important d'avoir ce moment de pause où on va se demander, bon, est-ce que ce que je me raconte c'est vrai? Et puis si tu peux pas te fier à ton jugement, euh, demande l'avis à des personnes de confiance aussi. Tes proches, je sais que tu es bien entouré en plus, donc tes proches sauront te dire si tu déconnes ou si tu as raison de douter de ton jugement. Ça peut être aussi une possibilité. Mais ouais, en gros,
En gros, voilà, questionner son jugement et puis le demander à ses proches si on a raison. En parler, en fait. Simplement en parler, voilà, parler de nos craintes, de nos doutes. Ça aide toujours un peu à mettre en perspective et à éviter de rester dans cet état de dramatisation et de catastrophisation qui est si facile à atteindre quand on est fatigué ou hormonal. Euh, voilà, c'est mes 2 petits tips. J'espère que ce sera utile. Dernière question, il me semble. Quand je fais ma routine le matin, de temps en temps, j'ai mal au crâne pendant certains mouvements. Par exemple, si je me relève après être resté longtemps en chien tête en bas. J'imagine que c'est dû à la déshydratation, mais peut-être pas. Alors, quand ça t'arrive après être resté longtemps en chien tête en bas, ou dans n'importe quelle inversion, en fait, dans n'importe quelle position où la tête est plus basse que le corps, en fait. Donc ça peut être aussi en Uttanasana, quand on se plie vers l'avant, finalement, avec les jambes tendues ou relativement tendues. Donc n'importe quelle position où on est un peu à l'envers, en gros. Je dirais que c'est possiblement une chute de tension, une sorte de chute de tension. Peut-être aussi liée d'ailleurs à la déshydratation. On a plus tendance à avoir une chute de tension si on est déshydraté. Donc c'est peut-être effectivement lié aux deux. Surtout si ça ne t'arrive pas quand tu fais une routine plus tard dans la journée. C'est possiblement ça. Donc mon conseil ce serait de boire un grand verre d'eau au réveil, pas longtemps après ton réveil, en tout cas, de vraiment réhydrater. Et d'ailleurs, c'est un conseil pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui ont mal au crâne en chien tête en bas. Le matin, première chose, grand verre d'eau, on réhydrate le corps et life changing, quoi. Donc voilà, buvez un grand verre d'eau avant de boire votre café, tant qu'à faire, et ça va vous faire du bien, promis. Et puis ensuite, donc de boire un grand verre d'eau au réveil, et puis ensuite quand tu fais ta routine, quand tu et en chien tête en bas, redresse-toi ensuite lentement. En fait, quand tu restes un peu longtemps dans une inversion, redresse-toi lentement. Tu peux par exemple rester quelques respirations dans la position où on se redresse à mi-chemin avec le dos plat, tu sais, à la fin de la salutation au soleil. On a du coup la tête qui est au même niveau que le cœur, puisqu'on est dans cette position où on a les jambes relativement tendues et le dos plat parallèle au sol. Ça permettra du coup au sang de redescendre lentement de la tête et voilà. Et du coup, j'espère t'évitera les maux de tête. À mon avis, ça va aider, mais tiens-moi au courant. Voilà, dis-moi si ça marche, dis-moi si ça t'évite ces désagréments parce que on n'est pas venu ici pour souffrir. Hein. Voilà. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à me contacter, à me dire si vous avez envie de mon accompagnement, à vouloir en discuter. N'hésitez surtout pas. Tout est dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.